La fiancée enceinte fit ses adieux au millionnaire mourant, son mari. D'un pas discret, elle quitta la chambre pleine de luxe et d'adieux. Mais en entendant l'ex-femme de celui-ci révéler quelque chose de choquant, elle s'arrêta, pétrifiée. Sa vie serait-elle un mensonge? Le secret changerait tout pour toujours. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le couloir froid et aseptisé de l'hôpital résonnait sous les pas pressés d'Émilie, tandis qu'elle s'éloignait de la chambre 307. Le son des machines qui maintenaient Antoine en vie résonnait encore dans ses oreilles. Les bips constants, le bourdonnement du respirateur, une symphonie mécanique qui luttait pour maintenir la vie de son mari. Ses mains tremblaient en tenant son sac. Elle venait d'embrasser Antoine pour lui dire adieu, murmurant des mots d'amour et des promesses de prendre soin de Noël. Le visage autrefois vibrant de son mari était maintenant pâle et sans vie, connecté à des tubes et des moniteurs. Sur le banc du couloir, Noël dormait recroquevillée, ses cheveux sombres tombant sur son visage angélique. À 6 ans, elle était l'image vivante de son père, les mêmes yeux curieux, le même sourire espiègle. Émilie ajusta la veste sur sa fille, sentant son cœur se serrer. Comment expliquerait-elle à une enfant que son père ne reviendrait peut-être pas à la maison? C'est alors qu'elle entendit. La voix basse et tendue venait du bout du couloir. Sophie, l'ex-femme d'Antoine, parlait avec le docteur Moreau sur un ton urgent. Quelque chose dans sa posture, dans sa façon de gesticuler fit s'arrêter Émilie. Des années de vie commune avec Antoine lui avaient appris à reconnaître quand quelque chose d'important se passait. « Ces documents ne peuvent pas être révélés », chuchotait Sophie, sa voix tremblante. « Vous comprenez ce qui arriverait? Tout ce qu'il a construit. » Émilie s'approcha silencieusement, se cachant derrière une colonne. Son cœur battait si fort qu'elle craignait d'être découverte. « Madame Sophie, » répondit le médecin, « je comprends votre inquiétude, mais en ce moment notre priorité est... » « Non, » Sophie l'interrompit, « vous ne comprenez pas. Si cela venait à être révélé, ce n'est pas seulement sa réputation qui est en jeu. La petite, elle perdrait tout. » Émilie sentit son sang se glacer dans ses veines. « Petite ?» parlait-il. « De Noël ?» Les souvenirs des 5 dernières années avec Antoine défilèrent comme un film dans son esprit. Les dîners élégants, les voyages en yacht, les fêtes luxueuses où il la présentait fièrement comme son épouse. Le jour où elle avait rencontré Noël, alors âgé d'1 an seulement. Et comment la petite l'avait immédiatement conquise. Antoine avait toujours été généreux, extravagant même. Ses cadeaux étaient grandioses, ses surprises élaborées. Le manoir où il vivait témoignait de son succès. Marbre italien, œuvres d'art, meubles anciens. Mais il y avait des moments, de brefs instants, où Émilie captait quelque chose dans ses yeux. Une ombre peut-être? Un poids qu'il portait en silence? Les papiers sont en sécurité? La voix de Sophie la ramena au présent. Dans le coffre du bureau comme toujours, répondit le médecin. Mais madame, avec son état qui s'aggrave. Émilie recula, ses jambes soudain trop faibles pour la soutenir. Elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Quel papier? Quel secret son mari gardait-il qui pourrait affecter Noël? Le bruit de pas qui s'approchait la fit revenir rapidement près de sa fille. Sophie passa près d'elle sans remarquer sa présence, ses talons hauts résonnant sur le sol en granit. Émilie observa la silhouette élégante de l'ex-femme d'Antoine disparaître dans l'ascenseur. Noël bougea sur le banc, murmurant quelque chose dans son sommeil. Émilie caressa ses cheveux, sentant des larmes chaudes couler sur son visage. Que devait-elle faire? Retourner dans la chambre d'Antoine et profiter de leurs derniers moments ensemble? Ou enquêter sur ce que Sophie et le médecin cachaient? Un infirmier passa à la hâte, poussant un chariot de médicaments. L'odeur d'antiseptique semblait plus forte maintenant, presque suffocante. Sur les murs blancs et impersonnels, des affiches sur la santé et l'hygiène semblaient l'observer, témoin muet de son dilemme. Émilie regarda l'horloge au mur, 23h45. La nuit s'étirait comme une éternité. Les médecins avaient été clairs. Antoine ne verrait probablement pas l'aube suivante. Le cancer qui le consumait s'était propagé trop rapidement, transformant l'homme fort et vibrant en une ombre de ce qu'il était. Le bip d'un message sur son téléphone la fit sursauter. C'était Marguerite, sa meilleure amie, demandant si elle avait besoin de quelque chose. Émilie fixa l'écran sans répondre. «
Comment expliquer le tourbillon qui la consumait? Comment mettre en mots la peur qui la dominait? Maintenant, ses yeux retournèrent vers le couloir où Sophie avait disparu. Le bureau mentionné ne pouvait être que celui d'Antoine, au 20e étage de l'immeuble commercial du centre-ville. Elle connaissait bien cet endroit. Combien de fois n'avait-elle pas emmené Noël rendre visite à son père au travail? L'enfant adorait s'asseoir dans le grand fauteuil en cuir, prétendant être importante comme lui. Un sanglot s'échappa de sa gorge. Les derniers mots de Sophie résonnèrent dans son esprit. La petite perdrait tout. Qu'est-ce que sa fille pourrait bien perdre? Qu'avait fait Antoine qui devait rester secret? Le moniteur au poste infirmier montrait les signes vitaux d'Antoine, de plus en plus faibles. Le temps s'écoulait et avec lui, peut-être la seule chance de découvrir la vérité. Le sifflement de la cafetière automatique dans le coin de la réception fit sortir Émilie de ses pensées. Elle avait passé les 20 dernières minutes paralysée, divisée entre le devoir d'être aux côtés de son mari dans ses derniers moments et le besoin désespéré de protéger sa fille. « Madame », une voix douce l'appela. C'était Claire, l'infirmière de garde, lui offrant une tasse de café. « Vous devriez manger un peu. » Émilie accepta la boisson avec des mains tremblantes, observant le liquide noir qui reflétait les lumières fluorescentes de l'hôpital. Claire était l'infirmière qui avait le plus accompagné Antoine ces derniers mois. Elle avait vu tout, le processus, du diagnostic dévastateur jusqu'au moment présent. « Claire, » commença Émilie avec hésitation, « vous connaissez bien le docteur Sophie, n'est-ce pas? L'ex-femme d'Antoine ?» L'infirmière ajusta son uniforme, semblant mal à l'aise. « Oui, madame, elle a toujours été présente pendant le traitement. » « Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? Quelque chose dont elle et le docteur Moreau discuteraient en privé ?» Claire détourna le regard, ses doigts jouant nerveusement avec son badge. « Madame Émilie, je ne devrais pas... » « S'il vous plaît. » Émilie prit la main de l'infirmière. « C'est au sujet de ma fille. J'ai besoin de savoir si elle est en danger. » Un soupir s'échappa des lèvres de Claire. Il y a eu quelques conversations, sur des documents importants, sur des décisions prises dans le passé. Elle fit une pause, regardant autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules. Mais ce qui m'a le plus intrigué, ce sont les visites. Les visites? Oui. Ces derniers mois, avant que son état ne s'aggrave drastiquement, Sophie amenait un avocat. Ils se réunissaient dans la chambre quand M. Antoine était plus lucide. Il demandait toujours une intimité totale. Émilie sentit un frisson parcourir son échine. Un avocat. Qu'est-ce qui devait être discuté avec tant d'urgence et de secret? La dernière visite, continua Claire, baissant encore plus la voix. C'était il y a 2 semaines. Je changeais les draps dans la chambre d'à côté et j'ai entendu des cris. Monsieur Antoine était agité, disant qu'il ne signerait rien, qu'il ne permettrait pas qu'on fasse ça à la petite. Le café dans la main d'Émilie avait refroidi, oublié. Son esprit travaillait frénétiquement, essayant de connecter les pièces de ce puzzle sombre qui se révélait. « Claire, savez-vous où Sophie garde son sac quand elle est ici ?» L'infirmière hésita à nouveau. « Dans l'armoire de la salle des médecins. Elle a une autorisation spéciale car elle est médecin aussi, même si elle ne travaille pas dans cet hôpital. » Émilie regarda Noël, toujours endormi paisiblement. La petite bougea, serrant contre sa poitrine le petit ours en peluche qu'Antoine lui avait offert pour son dernier anniversaire. Une idée commençait à se former dans son esprit. C'était risqué, c'était mal, mais s'il y avait quelque chose dans les affaires de Sophie qui pourrait éclaircir, quel danger menaçait sa fille? Madame Émilie. Claire toucha doucement son bras. Je sais ce que vous pensez. Mais s'il vous plaît, soyez prudente. Le docteur Sophie, elle a des connexions puissantes dans cet hôpital. Le couloir était plus silencieux maintenant. La nuit avançait, apportant avec elle ce calme artificiel typique des hôpitaux. Seul le son distant des moniteurs et le passage occasionnel de brancards brisèrent le silence. Émilie se leva, ajustant une fois de plus la veste de Noël. « Claire, pourriez-vous rester avec elle quelques minutes? J'ai besoin d'aller aux toilettes. » L'infirmière acquiesça, la compréhension dans ses yeux. « Bien sûr, madame. Prenez le temps qu'il vous faut. » Avec des pas hésitants, Émilie s'éloigna en direction du couloir latéral. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'arracher de sa poitrine. La salle des médecins se trouvait au bout de ce couloir. Elle le savait pour avoir vu Sophie y entrer et sortir plusieurs fois ces derniers jours. Arrivée à la porte,
elle hésita. Ce qu'elle était sur le point de faire était une violation de la vie privée qui pourrait avoir de graves conséquences. Mais l'image de Noël, innocente et vulnérable, la fit continuer. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, seule la lumière d'urgence était allumée, créant des ombres inquiétantes. Les armoires s'alignaient contre le mur, petits casiers métalliques où les médecins gardèrent leurs affaires. Émilie entra, fermant silencieusement la porte derrière elle. Le nom de Sophie figurait sur une petite étiquette au 3e casier de la 2e rangée. Il était verrouillé, bien sûr, mais l'armoire n'était pas complètement fermée. Dans sa hâte de sortir pour parler au médecin, Sophie avait dû laisser la porte légèrement désajustée. Avec des doigts tremblants, Émilie tira sur la petite porte métallique. Dans l'armoire, un sac en cuir italien. Elle reconnut la marque coûteuse. Elle en avait un identique qu'Antoine lui avait offert. À côté, une blouse blanche suspendue et quelques papiers empilés. La sueur coulait sur son front, tandis qu'elle fouillait dans le sac. Portefeuille, téléphone, clé. Ses doigts touchèrent quelque chose de différent. Une mince pochette en plastique transparent. Dans la pochette, il y avait des reçus. Beaucoup de reçus. Date d'il y a 5-6 ans. Paiements importants à un cabinet d'avocats. Le nom de l'avocat, Marc Allard, apparaissait à plusieurs reprises. Un papier en particulier attira son attention. C'était une note manuscrite, la calligraphie élégante de Sophie remplissant la feuille. Réunion avec Mea, discuter modification du testament. AR, résistant. Mentionner clause concernant N. N. Noël. Le bruit de pas dans le couloir la fit se figer. Rapidement, elle sortit son téléphone de sa poche et photographia les documents. Ses mains tremblant tellement que certaines photos sortirent floues. Elle remit tout en place exactement comme elle l'avait trouvé et ferma l'armoire. Les pas se rapprochaient. Émilie eut à peine le temps de se cacher derrière un paravent quand la porte s'ouvrit. C'était une médecin qu'elle ne connaissait pas, probablement de garde cette nuit-là. La femme prit quelque chose dans son armoire et sortit, sans remarquer sa présence. Elle attendit quelques secondes de plus avant de quitter la salle, son cœur encore affolé. Dans le couloir, tout était resté pareil, les mêmes lumières, froides, le même silence pesant. Claire était toujours aux côtés de Noël, qui avait changé de position sur le banc, mais dormait encore. L'infirmière lança un regard interrogateur à Émilie, qui se contenta d'acquiescer légèrement. De retour à sa place près de sa fille, Émilie prit son téléphone pour examiner les photos qu'elle avait prises. Il y avait quelque chose concernant un testament, une clause qui mentionnait Noël. Pourquoi Sophie s'y intéressait-elle tant? Un souvenir soudain la frappa. 3 mois plus tôt, quand le diagnostic d'Antoine s'était drastiquement aggravé, il l'avait appelé dans son bureau. Il était inquiet, anxieux. « Émilie, avait-il dit, sa voix déjà affaiblie par la maladie, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. S'il m'arrive quelque chose, ne laisse personne te séparer de Noël. » À l'époque, elle n'avait pas compris. Pourquoi quelqu'un essaierait-il de les séparer? Elle était légalement la belle-mère de Noël. Elle avait construit une relation solide avec la petite au fil des ans. « Madame ?» La voix de Claire la ramena au présent. « Le docteur Moreau vous appelle. Les signes vitaux de Monsieur Antoine. » Émilie se leva d'un bond. Le moniteur au poste infirmier montrait des changements inquiétants. La pression chutait. « Ma chérie, » murmura-t-elle à Noël, ajustant une fois de plus sa veste. « Reste ici avec Claire. Maman revient tout de suite. » Sur le chemin de la chambre 307, ses jambes semblaient peser des tonnes. Qu'allait-elle trouver là-dedans? Son mari serait-il déjà? Mais avant qu'elle ne puisse atteindre la porte, une silhouette familière bloqua son chemin. Sophie se tenait dans le couloir, ses yeux fixés sur Émilie avec une intensité troublante. « Nous devons parler », dit l'ex-femme d'Antoine, sa voix froide comme l'air conditionné de l'hôpital. « À propos de l'avenir de Noël. » Émilie sentit son sang se glacer dans ses veines. Comment osait-elle, justement maintenant alors qu'Antoine était... Un son aigu coupa l'air, l'alarme du moniteur cardiaque. Médecin et infirmier coururent vers la chambre, poussant les 2 femmes sur le côté. Plus tard, dit fermement Émilie, essayant de passer devant Sophie. Elle devait être à ses côtés. Mais la main de Sophie la retint avec une force surprenante.
Il n'y a pas de plus tard, chuchota-t-elle. Le temps est compté, Émilie, et tu n'aimeras pas ce que tu es sur le point de découvrir. L'alarme continuait de sonner, implacable. Dans la chambre, des voix urgentes donnaient des ordres, des machines bourdonnaient. Et Émilie était là, prise entre le désir désespéré d'être avec son mari et la peur grandissante de ce que Sophie pourrait révéler. Sur le banc du couloir, Noël bougea dans son sommeil, ignorant le drame qui se déroulait. L'ours en peluche tomba de ses bras, atterrissant silencieusement sur le sol froid de l'hôpital. Le bureau était exactement comme Antoine l'avait laissé. Le bureau en acajou massif conservait encore l'organisation méticuleuse qui était sa marque de fabrique. Une tasse de café à moitié pleine, maintenant froide, restait à côté du cadre photo avec l'image de Noël. Émilie respira profondément, essayant de se concentrer. Après la frayeur à l'hôpital, qui heureusement n'était qu'une chute, brutale de tension, vite stabilisée, elle avait réussi à convaincre Sophie de poursuivre leur conversation dans un lieu plus approprié. Alors, demanda-t-elle, observant l'ex-femme de son mari arpenter le bureau comme si c'était encore sa maison. Qu'y a-t-il de si urgent que ça ne puisse pas attendre jusqu'à ce qu'il meure? Sophie compléta, un sourire amer aux lèvres. Ne sois pas hypocrite, Émilie. Nous savons toutes les deux que c'est une question d'heure. Le commentaire frappa Émilie comme une gifle. Comment cette femme pouvait-elle être si froide? Tu veux savoir pourquoi je suis ici? Sophie continua, s'arrêtant devant la fenêtre qui donnait sur la ville. Parce que contrairement à toi, j'ai vraiment connu Antoine. J'ai connu ses secrets, ses choix, ses erreurs. Émilie garda le silence, observant. La lumière de l'aube commençait à teinter le ciel d'un bleu profond. Il y a 6 ans, Sophie poursuivit, Antoine a fait quelque chose qui changerait à jamais le destin de Noël. De quoi parles-tu? Sophie se retourna, ses yeux brillant d'une façon presque fébrile. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi il t'a épousée si rapidement après notre divorce? Pourquoi il a tant insisté pour que tu adoptes légalement Noël? Un frisson parcourut l'échine d'Émilie. Il m'aimait. Il aimait comme je m'occupais de Noël. Un rire sans humour s'échappa des lèvres de Sophie. Oh, ma chère, si naïve. Elle s'approcha du bureau, ses doigts glissant sur la surface polie. Antoine avait besoin de toi. Il avait besoin de quelqu'un qui pourrait prendre la garde de Noël quand la vérité éclaterait. Quelle vérité? Demanda Émilie, sa voix tremblante. La vérité sur qui est réellement Noël. Le silence qui suivit fut assourdissant. Dehors, les premiers oiseaux commençaient leur chant matinal. Je ne comprends pas, dit finalement Émilie. Noël est ta fille, tu es sa mère. Sophie rit à nouveau, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. De la douleur? Non, Émilie, je ne le suis pas. Le monde sembla tourner un instant. Émilie dut s'appuyer sur le bureau pour ne pas tomber. Mais tous les documents. Falsifiés, coupa Sophie. Tous. L'acte de naissance, les dossiers médicaux, tout. Antoine a utilisé son argent et son influence pour créer une histoire parfaite. Émilie s'assit lourdement sur l'une des chaises. Son esprit tentait de traiter ce qu'elle entendait. Pourquoi? Réussit-elle à demander. Parce que la véritable mère de Noël était morte, répondit Sophie, sa voix maintenant plus douce. Et Antoine ne pouvait pas permettre que sa fille finisse dans le système. Les pièces commençaient à s'assembler. L'intérêt obsessionnel d'Antoine à s'assurer qu'Émilie ait des droits légaux sur Noël. Son insistance à garder certains sujets secrets. Qui était-elle? Demanda Émilie. La vraie mère? Sophie sortit une enveloppe de son sac. Et Hélène Martinez. Elle travaillait comme secrétaire dans l'entreprise. Jeune, belle, rêveuse. Elle fit une pause. Elle est morte en couche, sans famille, sans personne pour réclamer l'enfant. Et toi? Émilie commençait à comprendre. Tu as accepté de prétendre être la mère. J'aimais Antoine, dit simplement Sophie. J'aurais fait n'importe quoi pour lui, même en sachant qu'il ne m'avait jamais vraiment aimé. Mais maintenant, pourquoi me dire tout ça maintenant? Le sourire revint aux lèvres de Sophie, mais n'atteignait pas ses yeux. Parce que, chère Émilie, dans quelques heures, tous les documents falsifiés vont être révélés. C'était une partie de l'accord que j'ai passé avec Antoine. S'il mourait, la vérité serait dévoilée. Non, Émilie se leva. Tu ne peux pas faire ça. Ça détruirait la vie de Noël. Je peux l'empêcher, dit calmement Sophie. Je peux garder le secret, mais il y a un prix. Émilie sentit son cœur se serrer.
Lequel? La garde de Noël. Tu renonces à tous tes droits légaux. La petite reste avec moi. Le soleil commençait à se lever à l'horizon, ses premiers rayons traversant les fenêtres du bureau. À l'hôpital, Antoine luttait pour chaque respiration. Et là, dans ce bureau qui gardait tant de secrets, Émilie affrontait la décision la plus difficile de sa vie. Le soleil du matin illuminait la chambre d'hôpital quand Émilie revint. Noël s'était réveillée et était assise dans le fauteuil à côté du lit d'Antoine, ses petits doigts entrelacés avec ceux de son père. « Papa est plus chaud aujourd'hui, dit-elle innocemment quand elle vit Émilie entrer. « Je crois qu'il va mieux. » Le cœur d'Émilie se brisa un peu plus. Comment expliquer à une enfant de 6 ans que la chaleur qu'elle ressentait était celle de la fièvre qui consumait son père? Comment lui dire que dans quelques heures, elle pourrait perdre non seulement son père, mais toute l'histoire qu'elle connaissait sur elle-même? « Ma chérie », Émilie s'agenouilla à côté du fauteuil. « Peux-tu aller avec Claire prendre ton petit déjeuner? J'ai besoin de parler un peu avec ton père. » Noël hésita. Ses yeux, si semblables à ceux d'Hélène, Émilie le réalisait maintenant, fixés sur le visage pâle d'Antoine. « Mais s'il se réveille, je te promets que je t'appellerai tout de suite. » Émilie força un sourire. « Ça ne sera pas long. » Après que Noël soit sorti avec Claire, Émilie ferma la porte et s'approcha du lit. Le visage d'Antoine était plus émacié que jamais, des marques profondes sous ses yeux fermés. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, tenant sa main. « Pourquoi ? Ne m'as-tu pas fait confiance pour me dire la vérité ?» Les mots de Sophie résonnaient encore dans son esprit. L'ultimatum était clair, soit elle renonçait à la garde de Noël, soit tout le système de faux documents serait révélé, séparant potentiellement la petite des 2 femmes. « Tu aurais dû me parler d'Hélène, » continua-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « De comment tu es tombé amoureux d'elle, de comment tu as essayé de protéger votre fille. » Un mouvement soudain la fit sursauter. Les doigts d'Antoine avaient légèrement bougé dans sa main. « Mon amour. » Elle se pencha, osant à peine respirer. « Tu peux m'entendre ?» Les yeux d'Antoine s'ouvrirent lentement, d'abord flous. Ses lèvres bougeaient, essayant de former des mots. « Ne te fatigue pas, » dit rapidement Émilie, attrapant le verre d'eau avec la paille. « Tiens, bois. » Qu'un peu. Après quelques faibles gorgées, Antoine réussit à fixer son regard sur elle. « Combien en sais-tu » ?« Suffisamment, » répondit-elle doucement. « Sophie m'a parlé d'Hélène, des documents. » Une ombre de douleur traversa le visage d'Antoine, et ce n'était pas seulement physique. « Pardonne-moi, » murmura-t-il. « J'aurais dû te le dire avant. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Antoine ferma les yeux un moment, rassemblant ses forces. « J'avais peur de te perdre, de perdre Noël. Hélène était spéciale, différente de toutes. Personne que j'ai connue. Tu l'aimais, ce n'était pas une question. »« Oui, » admit-il, sa voix presque inaudible, « mais elle savait que je ne pouvais pas quitter Sophie, pas à cette époque, avec toutes les connexions familiales, les affaires. Et quand elle est tombée enceinte ?» Une larme s'échappa du coin de l'œil d'Antoine. Elle était si heureuse. Elle disait qu'elle n'avait besoin de rien de ma part, qu'elle élèverait le bébé seule. Mais alors, elle est morte en couche, Émilie compléta doucement. Je ne pouvais pas laisser notre fille aller dans un orphelinat, continua-t-il, chaque mot semblant lui coûter une énergie précieuse. Sophie, elle a accepté d'aider, pour un prix. Quel prix? Ma liberté, il essaya de sourire, mais cela ressemblait davantage à une grimace de douleur. Elle garderait le secret, prétendrait être la mère de Noël, mais je ne pourrais jamais divorcer d'elle, jamais révéler la vérité. Mais vous avez divorcé. Émilie fronça les sourcils. Et tu m'as épousée. Parce que j'ai trouvé une faille. Antoine toussa légèrement. J'ai découvert quelque chose sur son passé, quelque chose qui lui ferait tout perdre si c'était révélé. Un accord mutuel de silence. Émilie assimilait chaque nouvelle information, essayant de comprendre le puzzle complexe qu'était la vie de son mari. Et maintenant, elle veut Noël, dit-elle enfin. Elle a menacé de tout révéler si je ne renonce pas à la garde. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent de panique. Non, tu ne peux pas laisser... Chut, elle serra sa main. Calme-toi, je ne ferai rien de précipité. Mais Antoine était trop agité. Les moniteurs commencèrent à biper plus rapidement. Tiroir, réussit-il à dire. Entre 2 allaitements. Bureau, tiroir de droite.
De quoi parles-tu? La clé sous le cadre photo, sa voix faiblissait. Lettre pour toi. Les alarmes commencèrent à sonner plus fort. Des infirmiers entrèrent en courant dans la chambre. « Madame, vous devez sortir, » dit l'un d'eux, gentiment mais fermement. « Non, attends. » Émilie essaya de résister. « Mon amour, quelle lettre? Qu'y a-t-il dans le tiroir ?» Mais Antoine avait de nouveau perdu conscience, son corps convulsant légèrement, tandis que l'équipe médicale s'affairait autour de lui. Dans le couloir, Émilie pouvait entendre la voix de Noël demandant à Claire ce qui se passait. Son cœur était partagé entre rester là, attendant des nouvelles, ou courir au bureau découvrir quel secret ce tiroir gardait. Le son des équipements médicaux devenait de plus en plus urgent dans la chambre. Le temps était compté. La circulation du matin était chaotique, mais le chauffeur de taxi réussit à faire le trajet jusqu'au bureau en un temps record. Émilie courut dans les couloirs de l'immeuble commercial, son cœur battant au même rythme frénétique que ses talons contre le sol en marbre. Elle ouvrit la porte du bureau avec des mains tremblantes. Le cadre photo qu'Antoine avait mentionné était là, une photo de Noël à son dernier anniversaire, soufflant les bougies du gâteau avec un sourire radieux. En soulevant l'objet, une petite clé dorée tomba sur le bureau. Elle semblait ancienne, différente des clés modernes qu'Antoine utilisait habituellement. Le tiroir de droite était verrouillé, comme il l'avait dit. La clé entra parfaitement dans la serrure. À l'intérieur, il y avait un dossier en cuir marron, usé par le temps. Le cœur d'Émilie faillit s'arrêter quand elle vit le nom écrit sur l'étiquette « Hélène Martinez ». Avec des doigts tremblants, elle ouvrit le dossier. La première chose qu'elle vit fut une photographie. Une jeune femme, pas plus de 25, souriait à l'appareil. Ses yeux, les mêmes que ceux de Noël, brillaient d'une joie contagieuse. Elle y avait des lettres, beaucoup de lettres, toutes écrites à la main dans une calligraphie délicate. Émilie prit la première. « Mon amour, je sais que nous ne pouvons pas être ensemble. Je sais que ta vie est trop compliquée pour inclure quelqu'un comme moi. Mais je veux que tu saches que je ne regrette rien. Chaque moment que nous avons passé ensemble est gardé dans mon cœur. » Les larmes brouillaient sa vision tandis qu'elle lisait. Hélène écrivait avec tant de passion, tant de sincérité, qu'il était impossible de ne pas être ému. Au fond du dossier, elle trouva une enveloppe adressée à elle. Pour Émilie, à ouvrir seulement après ma mort. Ses mains tremblaient, tellement qu'elle pouvait à peine ouvrir l'enveloppe. La lettre à l'intérieur était datée d'il y a seulement 3 mois. Chère Émilie, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas réussi à gagner ma bataille contre le cancer. Cela signifie aussi que j'ai enfin le courage de te dire toute la vérité. Hélène était plus qu'une liaison extra-conjugale. Elle était la seule personne qui m'a fait me sentir vraiment vivant. Quand j'ai découvert qu'elle était enceinte, je me suis promis que je ferais tout pour protéger notre fille. Sophie a accepté de participer au plan pour de l'argent, beaucoup d'argent, mais aussi par vengeance. Elle savait que me tenir prisonnier d'elle, dépendant de son silence, était la plus grande punition qu'elle pouvait m'infliger. Quand tu es entré dans nos vies, quelque chose a changé. Pour la première fois, j'ai vu Noël vraiment heureuse. Tu as apporté de la lumière là où il n'y avait que des ombres, de l'amour là où il n'y avait que de l'obligation. Ce que Sophie ne sait pas, c'est que ces derniers mois, j'ai tout préparé. Les documents qu'elle possède sont des copies. Les originaux, y compris les preuves de son chantage et de l'argent qu'elle a reçu, sont avec mon avocat de confiance, pas Marc Allard, qui travaille pour elle, mais Simon Thibault. Avec cette lettre, tu trouveras une clé USB. Dessus, il y a tout. Relevé bancaire, email, enregistrement. Suffisamment pour tenir Sophie loin de vous pour toujours. Mais le plus important se trouve au fond de ce dossier, le véritable testament d'Hélène, trouvé parmi ses affaires après sa mort. Dans celui-ci, elle te nomme, oui, toi spécifiquement, comme gardienne de sa fille, au cas où il m'arriverait quelque chose. Comment pouvait-elle savoir qui tu étais, si elle est morte des années avant que nous nous rencontrions? C'est le plus grand mystère de tous. Dans le dernier mois de sa grossesse, Hélène a commencé à avoir des rêves. Des rêves d'une femme qui prendrait soin de sa fille avec tout l'amour du monde. Elle t'a décrite en détail dans le testament, jusqu'à la petite cicatrice que tu as sur le poignet gauche. Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Je sais que tu ne me pardonneras peut-être jamais d'avoir caché tout cela. Mais je ne demande qu'une chose. Continue d'être la mère merveilleuse que tu es pour notre Noël. Avec un amour éternel, Antoine.
Le téléphone d'Émilie commença à sonner, la faisant sursauter. C'était Claire. « Ah, madame !» La voix de l'infirmière était enrouée. « Vous devez revenir à l'hôpital, maintenant. » Au fond du dossier, comme Antoine l'avait dit, se trouvait une clé USB argentée et une enveloppe scellée au nom d'Hélène. Son testament. Tandis qu'elle rangeait tout dans son sac avec des mains tremblantes, un dernier papier attira son attention. C'était un dessin fait par Hélène, daté d'une semaine avant son accouchement. Il montrait une femme aux cheveux noirs, incroyablement ressemblante à Émilie, tenant une petite fille. En dessous, écrite dans la même calligraphie délicate que les lettres, il y avait une seule phrase « Pour la gardienne des rêves de ma fille, nous rencontrerons-nous un jour ?» Le taxi attendait déjà à l'entrée de l'immeuble. À l'hôpital, Antoine luttait pour ses derniers moments de vie, et quelque part, Sophie attendait, sans savoir que son plan de vengeance était sur le point de s'effondrer. L'hôpital semblait différent maintenant. Les mêmes couloirs qui l'étouffaient auparavant avec leur poids de secrets et de mensonges semblaient maintenant plus légers, comme si la vérité nouvellement découverte avait purifié l'air. Émilie trouva Sophie, dans la salle d'attente, une tasse de café intacte dans ses mains parfaitement manucurées. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un moment, aucune des deux ne parla. Alors, Sophie rompit le silence. « Tu as décidé ?» « Oui, » répondit Émilie, sa voix calme. « J'ai décidé que tu ne menaceras plus jamais ma famille. » Quelque chose dans la fermeté de son ton fit Sophie se redresser sur sa chaise. « Ne sois pas idiote, tu n'as pas le choix. Un mot de ma part et... »« Et quoi ?» Émilie l'interrompit, s'asseyant en face d'elle. « Tu vas révéler comment tu as reçu des millions pour prétendre être la mère de Noël ? Comment tu as fait chanter Antoine toutes ces années ?» Le visage de Sophie pâlit légèrement. « De quoi parles-tu ?»« Hélène Martinez, » dit simplement Émilie, observant comment le nom fit Sophie se recroqueviller. « Elle a laissé plus qu'une fille, tu sais. Elle a laissé des preuves. Des preuves qu'Antoine a gardées toutes ces années, attendant le bon moment. Tu bluffes, mais sa voix trahissait son insécurité. Son testament est avec moi, avec tous les virements bancaires que tu as reçus, les emails, les enregistrements. » Sophie se leva brusquement, renversant la tasse de café. Le liquide noir se répandit sur le sol blanc de l'hôpital comme une tache de culpabilité exposée. « Tu ne comprends pas, » siffla-t-elle. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger Noël. Antoine n'était pas en mesure d'élever une fille seule. Il avait besoin de moi. » « Non, » Émilie secoua la tête. « Tu n'as pas fait ça pour Noël. Tu l'as fait par vengeance, pour l'argent. Et maintenant, c'est fini. » Un groupe de médecins passa en courant vers la chambre d'Antoine. Le temps s'écoulait. « Que veux-tu » demanda Sophie, sa pose de supériorité complètement défaite. « Je veux que tu disparaisses » répondit Émilie, se levant. « Retourne à Paris, dans ta clinique luxueuse. Fais comme si Noël n'avait jamais existé. Parce que si tu tentes quoi que ce soit, toutes ces preuves finiront entre les mains des autorités. » « Tu ne ferais pas ça. » Sophie fit un pas vers elle. Ça détruirait aussi la réputation d'Antoine. Il est mourant. Émilie sentit des larmes brûler ses yeux. La seule chose qui compte maintenant, c'est de protéger notre fille. La fille qu'Hélène m'a confiée, des années avant que nous nous rencontrions. Le bruit de plus de personnes courant dans le couloir attira son attention. Claire apparut à la porte de la salle d'attente, son visage marqué par les larmes. « Madame, Émilie, c'est Monsieur Antoine. » Sophie fit mine de la suivre, mais Émilie l'en empêcha d'un geste ferme. « Non, tu as perdu ce droit il y a longtemps. » La chambre 307 était pleine de médecins et d'infirmiers. Les moniteurs émettaient des sons alarmants. Au milieu de tout ce chaos, Émilie vit Noël debout dans un coin, serrant son ours en peluche, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Viens, mon amour. » Émilie la prit dans ses bras, sentant le petit corps trembler. « Allons dire au revoir à papa. » L'équipe médicale leur fit de la place. Antoine était conscient, ses yeux cherchant frénétiquement quelque chose ou quelqu'un. Ici, Émilie prit sa main. « Nous sommes là. » Émilie, sa voix n'était qu'un murmure. « Tu as trouvé ?» « Oui, mon amour. J'ai tout trouvé. Et je promets que je prendrai soin d'elle exactement comme Hélène l'a rêvé. » Un faible sourire illumina le visage pâle d'Antoine. Ses yeux se fixèrent sur Noël. « Ma princesse, » réussit-il à dire, « tu ressembles tellement à ta mère. » Noël regarda Émilie d'un air confus, mais avant qu'une question ne puisse être posée,
Antoine serra la main des deux. « Merci, murmura-t-il, de m'avoir donné la famille que j'aime toujours. » Le reste de la phrase se perdit dans un profond soupir. Les moniteurs commencèrent à émettre un son continu, aigu. « Papa !» appela Noël, sa petite voix. « Papa, réveille-toi !» Émilie serra sa fille fort dans ses bras, leurs larmes se mêlant. Dehors, le soleil du matin brillait avec force, indifférent à la douleur qui se déroulait dans cette chambre. Dans le couloir, Sophie observait la scène par la porte entr'ouverte. Sans dire un mot, elle tourna les talons et marcha vers l'ascenseur, ses talons résonnant de plus en plus lointains jusqu'à disparaître complètement. C'était la fin d'une ère, la fin d'un mensonge qui avait duré des années. Mais c'était aussi le début de quelque chose de nouveau. Une vérité qui, bien que douloureuse, apporterait enfin la paix qu'Antoine et Hélène avaient tant désirée pour leur fille. Les semaines qui suivirent la mort d'Antoine furent un brouillard de documents, d'avocats et de questions sans fin. Noël, encore en train d'essayer de digérer la perte de son père, s'accrochait à Émilie comme une petite ancre au milieu de la tempête. Le cabinet d'avocats indiqué dans la lettre d'Antoine était un bâtiment discret au centre-ville. Simon Thibault, un homme d'âge moyen aux yeux bienveillants, reçut Émilie dans son bureau par un après-midi pluvieux. « Antoine est venu me voir il y a 3 mois, expliqua-t-il, organisant une pile de documents sur son bureau. Il a dit qu'il devait s'assurer que tout était en ordre pour quand l'heure viendrait. Émilie serra la bandoulière de son sac, où la clé USB et le testament d'Hélène restèrent gardés. A-t-il mentionné quelque chose à propos de documents originaux? Oui, Simon ouvrit un tiroir et sortit un épais dossier. Tout est là, y compris quelque chose qu'il a ajouté la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. L'avocat fit glisser une enveloppe sur le bureau. À l'intérieur, il y avait des photos, des dizaines. C'étaient des photos d'Hélène, toutes prises à son insu. Hélène souriant en organisant des papiers sur son bureau. Hélène lisant un livre pendant le déjeuner. Hélène caressant son ventre déjà visible. Il les gardait dans un coffre spécial, expliqua Simon. Il disait qu'un jour Noël voudrait connaître sa mère, ne serait-ce qu'à travers ces images. Émilie sentit des larmes brûler ses yeux. Dans chaque photo, elle pouvait voir les traits de sa fille. Le même sourire, la même façon d'incliner la tête quand elle était concentrée. « Il y a autre chose », poursuivit Simon, sa voix douce. « Quelque chose que même Sophie ne sait pas. Quand Hélène est morte, elle a laissé un journal. Antoine l'a gardé caché toutes ces années. » L'avocat ouvrit un autre tiroir et sortit un cahier à la couverture bleue décolorée. Les pages étaient jaunies par le temps, mais la calligraphie délicate d'Hélène restait claire. Les dernières entrées, Simon feuilleta jusqu'à presque la fin du cahier, concernent les rêves qu'elle faisait. Des rêves à ton sujet. Émilie prit le journal avec des mains tremblantes. La date de l'entrée remontait à 1 semaine avant la naissance de Noël. J'ai encore rêvé d'elle, la femme aux cheveux noirs qui élèvera ma fille. Ses yeux sont si doux, si pleins d'amour. Elle l'appelle « mon amour », exactement comme « je le ferai ». Je ne connais pas son nom, mais je sais qu'un jour elle trouvera ma petite et lui donnera tout l'amour que je ne pourrai pas lui donner. Antoine ne comprend pas quand j'essaie de lui expliquer. Il dit que ce ne sont que des rêves, des délires causés par la grossesse. Mais je sais au fond de mon cœur que c'est plus que cela. Ce sont des promesses d'avenir. Aujourd'hui, le rêve était différent. J'ai vu la femme assise dans un jardin apprenant à ma fille à faire des couronnes de fleurs. Ma petite doit avoir environ 6 ans et elle est si belle. Son sourire est comme le mien, mais ses yeux ont l'intensité de son père. Si tu lis ceci, femme de mes rêves, je veux que tu saches, je t'ai choisi. Avant même que tu n'existes dans la vie de ma fille, je savais déjà que ce serait toi. Prends soin d'elle. Aime-la. Et quand elle posera des questions sur moi, dis-lui que maman l'a aimée dès le premier instant, tellement qu'elle a rêvé de la personne parfaite pour l'élever. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Émilie. Comment était-ce possible? Comment Hélène avait-elle pu rêver d'elle avec tant de précision? Il y a encore une chose, dit doucement Simon, à la dernière page. Émilie tourna le journal. Collé sur la couverture intérieure, il y avait une petite enveloppe, et à l'intérieur une seule photo. Hélène dans son dernier jour de vie, allongée sur le lit d'hôpital, tenant un nouveau-né. Ses yeux brillaient d'amour en regardant « La petite Noël ». Au dos de la photo, d'une calligraphie tremblante, était écrit
Pour Émilie, je sais qu'un jour tu trouveras cette photo. Quand cela arrivera, regarde au fond des yeux de notre fille et dis-lui que maman a toujours su qu'elle serait aimée. Le bruit de la pluie sur la fenêtre du bureau semblait bercer ce moment surréaliste. Dehors, la ville continuait son rythme, à frénétique, ignorant le miracle qui se révélait dans cette pièce. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Émilie, sa voix rauque d'émotion. Simon sourit gentiment. « Maintenant, tu continues d'être la mère merveilleuse qu'Hélène a vue dans ses rêves. Et quant à Sophie, elle ne nous dérangera plus, » dit fermement Émilie. « J'en suis certaine. » En sortant du bureau, la pluie avait fait une trêve. Un arc-en-ciel brillait dans le ciel, comme si l'univers lui-même voulait confirmer que, même dans les histoires les plus improbables, l'amour trouve toujours son chemin. L'automne arriva peignant les arbres du jardin de teintes dorées et rougeâtres. 3 mois s'étaient écoulés depuis la mort d'Antoine et la vie trouvait progressivement un nouveau rythme. En ce matin particulier, Émilie observait Noël à travers la fenêtre de la cuisine. La petite était assise sous le grand arbre du jardin, feuilletant un album de photos qu'elles avaient monté ensemble, une collection soigneusement sélectionnée d'images d'Hélène. « Elle passe beaucoup de temps à regarder les photos », commenta Claire, servant une tasse de thé à Émilie. L'infirmière était devenue une amie proche après les événements à l'hôpital, leur rendant visite fréquemment. « C'est sa façon de connaître sa mère », répondit doucement Émilie. « Parfois, je la surprends à parler aux photos, racontant sa journée. » Un bruit de voiture qui s'approchait attira leur attention. Par la fenêtre, elles virent un taxi s'arrêter devant la maison. Une femme âgée en descendit, portant une petite valise. « Qui est-ce » demanda Claire, remarquant comme Émilie avait pâli. « Aurore Martinez » chuchota Émilie, la grand-mère d'Hélène. La découverte de l'existence d'Aurore avait été une surprise. Parmi les documents gardés par Antoine, il y avait d'anciennes lettres échangées entre mère et fille. Aurore vivait dans une petite ville de province, et depuis des années, elle n'avait plus de contact avec sa famille. Simon Thibault avait réussi à la localiser, et après des semaines de conversations délicates par téléphone, elle avait finalement accepté de rencontrer sa petite fille. « Noël » appela Émilie par la fenêtre. « Viens ici, mon amour. Il y a quelqu'un de spécial qui veut te rencontrer. » La petite entra en courant, l'album de photos toujours dans ses mains. Elle s'arrêta brusquement en voyant la dame dans le salon. Aurore laissa échapper un petit sanglot. « Les mêmes yeux » murmura-t-elle, exactement comme ceux d'Hélène. Pendant un moment, personne ne bougea. Le temps semblait suspendu dans cette première rencontre entre grand-mère et petite-fille. Ce fut Noël qui rompit le silence. « Vous connaissiez ma mère quand elle était petite comme moi ?» Aurore sourit à travers ses larmes. « Oui, mon amour, et j'ai beaucoup d'histoires à te raconter. » Les heures suivantes furent remplies de souvenirs. Aurore avait apporté une vieille boîte pleine de photos et de souvenirs d'Hélène enfant. Il y avait des dessins, des bulletins scolaires, même une petite chaussure de bébé. « Elle a toujours été spéciale », racontait Aurore, montrant une photo d'Hélène à 6 ans, exactement l'âge actuel de Noël. Elle avait une façon unique de voir le monde. Et ses rêves? Émilie, qui servait du chocolat chaud à tout le monde, s'arrêta. « Des rêves ?»« Ah oui », sourit Aurore. Depuis toute petite, Hélène faisait des rêves qui se réalisaient. Au début, c'étaient des choses simples. Elle rêvait du temps qu'il ferait le lendemain de qui viendrait nous rendre visite. Mais en grandissant, les rêves sont devenus plus précis, compléta Émilie, se souvenant du journal. Exactement. Aurore prit doucement la main de Noël. Ta mère avait un don spécial, ma chérie. Elle pouvait voir des fragments du futur dans ses rêves. Et dans les derniers mois de sa vie, elle a beaucoup rêvé de toi et d'Émilie. Noël regarda sa mère adoptive d'un air confus. Mais comment pouvait-elle rêver de toi si elle ne te connaissait pas? Parce que, répondit Aurore avant qu'Émilie ne puisse parler, certaines personnes sont destinées à se rencontrer, même si ce n'est pas de la façon que nous espérons. Ta mère savait qu'elle ne pourrait pas être là pour t'élever, alors elle a rêvé de quelqu'un qui pourrait donner tout l'amour qu'elle aurait donné. Claire, qui observait la scène en silence, essuya discrètement une larme. « Vous allez repartir ?» demanda soudainement Noël, une pointe de peur dans sa voix. Aurore regarda Émilie, qui acquiesça légèrement. « En fait, ma chérie, je pensais m'installer plus près. Cette vieille ville a beaucoup de souvenirs d'Hélène, et peut-être
Peut-être est-il temps de créer de nouveaux souvenirs avec toi. » Le sourire qui illumina le visage de Noël ressemblait tellement à celui d'Hélène sur les photos qu'Aurore dut retenir sa respiration un instant. « On peut montrer à mamie le jardin ?» demanda Noël à Émilie. « Je veux lui montrer où on a planté les fleurs que maman aimait le plus. »« Bien sûr, mon amour, » sourit Émilie. « Va devant avec Claire, j'ai juste besoin de parler 1 minute avec ta grand-mère. » Après que Noël soit sorti en sautillant vers le jardin, Aurore se tourna vers Émilie. « Tu sais, » dit doucement la dame âgée, « dans les derniers jours de sa vie, Hélène a écrit quelque chose dans son journal. Quelque chose que je n'ai jamais montré à personne, pas même à Antoine. »« Quoi ?» demanda Émilie, son cœur s'accélérant. Aurore sortit un papier plié de son sac. « Une lettre pour toi. » Les mains d'Émilie tremblaient en dépliant le papier jauni par le temps. La calligraphie était différente des autres entrées du journal, plus tremblante, comme si Hélène avait utilisé ses dernières forces pour écrire. « Chère Émilie, je ne connais pas encore ton nom, mais je connais ton cœur. Dans mes rêves, je vois comment tu aimeras ma fille, comment tu la protégeras, comment tu garderas mon souvenir vivant. Je veux que tu saches que tu n'es pas un remplacement, tu es un choix. Mon choix, la personne que le destin a préparée pour être la seconde mère de ma petite. Prends soin d'elle, aime-la, et quand tu regarderas le ciel les nuits étoilées, sache que je vous souris à toutes les deux. Avec un amour éternel, Hélène. » La nouvelle arriva un jeudi après-midi, alors que les feuilles dorées de l'automne dansaient dans le jardin. Simon Thibault téléphona, sa voix portant une urgence inhabituelle. « Madame Émilie, dit-il dès qu'elle décrocha, je viens de recevoir un appel du cabinet d'avocats de Paris. C'est au sujet de Sophie. » Le cœur d'Émilie manqua un battement. Cela faisait des mois qu'elle n'avait pas entendu ce nom depuis le jour à l'hôpital. « Que se passe-t-il » Elle veut faire une confession, complète, surtout. Émilie s'assit dans le fauteuil le plus proche, ses jambes soudain trop faibles pour la soutenir. « Pourquoi ? Pourquoi maintenant ?» Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « Elle est malade, en phase terminale. Question de semaines, selon les médecins. » L'ironie du destin n'échappa pas à Émilie. D'abord Antoine, maintenant Sophie. La mort semblait déterminée à emporter tous ceux qui connaissaient la véritable histoire de Noël. « Elle veut te voir, » poursuivit Simon. « Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à te remettre. Quelque chose qui appartenait à Hélène. » Le monde sembla tourner un instant. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'autre? Quels autres secrets étaient encore enfouis dans cette histoire? « Je ne peux pas aller à Paris, » dit fermement Émilie. « Je ne vais pas laisser Noël. »« Ce ne sera pas nécessaire, » répondit Simon. « Sophie revient en France. Son vol arrive demain. » Ce soir-là, après que Noël se soit endormi, Émilie s'assit dans le jardin avec Aurore. La grand-mère d'Hélène s'était installée dans une maison proche et faisait maintenant partie intégrante de leur vie. « Qu'en penses-tu » demanda Émilie, après lui avoir raconté l'appel téléphonique. Aurore resta silencieuse un moment, les yeux fixés sur les étoiles. « Tu sais, » commença-t-elle finalement, « Hélène disait toujours qu'il n'y a pas de coïncidence. Si Sophie revient, si elle veut confesser, il doit y avoir une raison plus grande. »« J'ai peur, » admit Émilie. « Peur qu'elle n'essaie quelque chose même maintenant ?»« Non. » Aurore secoua la tête. « Elle est mourante, ma chère. Les gens affrontent la mort de différentes façons. Certains, comme Antoine, essaient de réparer leurs erreurs. D'autres essaient de nettoyer leur conscience, » compléta Émilie. L'hôpital où Sophie était internée était différent de celui où Antoine avait passé ses derniers jours. Plus luxueux, plus exclusif. Mais l'odeur d'antiseptique et l'atmosphère lourde de mort étaient les mêmes. Sophie était méconnaissable. La femme élégante et altière avait cédé la place à une figure fragile, consumée par la maladie. Ses yeux, cependant, conservaient cette intensité caractéristique. « Tu es venue » dit-elle quand Émilie entra dans la chambre. Sa voix était rauque, faible. « Oui » répondit simplement Émilie, gardant ses distances. Sophie fit un geste vers la table à côté du lit. Là, la boîte bleue. C'était une boîte ancienne, du genre qui garde des bijoux. Émilie la prit, avec précaution. « Hélène me l'a laissée » expliqua Sophie. « Le jour où elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle a dit que c'était pour sa fille, quand elle grandirait. » Avec des mains tremblantes, Émilie ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait un collier délicat, avec un pendentif en forme d'étoile. « Elle le portait tous les jours, » continua Sophie.
Elle disait qu'il était magique, qu'il l'aidait à rêver de l'avenir. Une toux violente l'interrompit. Quand elle se remit, ses yeux étaient humides. « J'aurais dû le remettre avant, mais tu as préféré l'utiliser comme garantie, » compléta Émilie, « comme tout le reste. »« Oui, » admit Sophie. « J'étais si amère, si consumée par la jalousie, par la colère. Hélène avait quelque chose que je n'ai jamais eu, l'amour véritable d'Antoine. » Émilie tint le collier contre la lumière. Le pendentif scintilla, projetant de petits reflets à travers la chambre. « Il y a encore une chose, » dit Sophie, sa voix de plus en plus faible. Au fond de la boîte, une lettre. Émilie trouva une petite enveloppe cachée sous la doublure en velours. Elle était adressée à Noël. « Je ne vais pas la lire, » dit-elle, glissant l'enveloppe dans son sac. « C'est pour ma fille quand elle sera plus grande. » Sophie sourit faiblement. « Ta fille, oui, elle est ta fille maintenant, comme Hélène l'a toujours su. » Un silence pesant tomba sur la chambre. Dehors, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes roses et dorées. « Je suis désolée, » dit finalement Sophie. « Pour tout, dis à Noël que je suis désolée aussi. » Émilie acquiesça légèrement. « Je le lui dirai. » Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle trouva Noël et Aurore dans le jardin, faisant des couronnes de fleurs, exactement comme Hélène l'avait rêvé des années auparavant. « Maman !» Noël courut pour l'embrasser. « Mamie m'apprend à faire des couronnes comme maman Hélène les faisait. » Émilie serra sa fille fort dans ses bras, sentant le poids de la boîte bleue dans son sac. Quelque part, elle en était sûre, Hélène souriait. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-elle doucement, sortant le collier de la boîte. Les yeux de Noël, les yeux d'Hélène, s'écarquillèrent en voyant le pendentif en étoile. « C'est magnifique. »« C'était à ta mère, » expliqua Émilie, passant le collier autour du cou de sa fille. « Elle l'a gardé spécialement pour toi. » Le pendentif brilla à la lumière du coucher de soleil, comme s'il avait enfin trouvé sa place après tant d'années. « Maintenant, j'ai une étoile de maman Hélène et une maman Émilie, » sourit Noël, touchant le pendentif avec révérence. Aurore, qui observait la scène en silence, essuya une larme. « Oui, mon amour, et elles brilleront toujours pour toi. » La nouvelle de la mort de Sophie arriva une semaine plus tard par un discret coup de téléphone de Simon Thibault. Elle était partie pendant la nuit, silencieusement, emportant avec elle les derniers vestiges d'une époque de secrets et de mensonges. Ce même après-midi, un coursier livra un colis chez Émilie. C'était une dernière correspondance de Sophie, envoyée peu avant sa mort. Les mains tremblantes, Émilie ouvrit l'enveloppe manille. À l'intérieur, il y avait un vieux cahier, sa couverture en cuir marquée par le temps, et une brève note. « J'ai trouvé ceci parmi les affaires d'Hélène que j'ai gardées toutes ces années. C'est son journal des derniers mois de sa grossesse. Antoine n'a jamais su qu'il existait. C'était ma dernière garantie, mon dernier pouvoir sur lui. Il vous appartient maintenant. » S. Émilie s'assit dans le fauteuil du bureau, le journal pesant dans ses mains comme du plomb. Par la fenêtre, elle pouvait voir Noël dans le jardin avec Aurore, le collier en étoile brillante à son cou, tandis qu'elle plantait de nouvelles fleurs. La première page du journal était datée de 6 mois avant la naissance de Noël. « Cher journal, les rêves deviennent plus fréquents, plus vivides. La nuit dernière, j'ai vu ma fille à 6 ans dansant dans un jardin plein de fleurs. Elle portait mon collier en étoile et souriait. Ah, comme elle souriait! Et il y avait cette femme avec elle, la même que dans mes autres rêves. Ses yeux sont si doux, si pleins d'amour. Je n'ai pas parlé à Antoine de cette partie des rêves. Il est déjà assez inquiet pour tout, pour l'avenir, pour les complications que le médecin a mentionnées lors de la dernière consultation. Mais je sais au fond de mon cœur que même s'il m'arrive quelque chose, ma petite ira bien. La femme des rêves, aujourd'hui, j'ai enfin vu son nom. Il était écrit sur un papier sur une table. Émilie. Quel nom particulier. J'ai essayé de chercher sur Internet, voir si je trouvais quelqu'un comme ça, mais peut-être qu'elle n'existe pas encore dans ma vie. Peut-être est-ce juste une promesse d'avenir. Émilie s'arrêta de lire, les larmes brouillant sa vision. Comment était-ce possible? Comment Hélène avait-elle pu rêver de son nom des années avant qu'elles ne se rencontrent? Elle continua à feuilleter le journal, chaque page révélant plus de détails surprenants. Hélène avait décrit avec une précision effrayante non seulement Émilie, mais aussi la maison où elle vivait maintenant, le jardin qu'elle plantait,
même la façon dont Noël fronçait le nez quand elle était concentrée, exactement comme Hélène elle-même le faisait. Un cri joyeux du jardin attira son attention. Noël avait trouvé une nouvelle pousse sortant de terre. « Maman », appela-t-elle excitée, « viens voir, les graines qu'on a plantées commencent à pousser. » Émilie les rejoignit dans le jardin, le journal toujours dans ses mains. Aurore remarqua le volume et fronça les sourcils. « C'est un autre journal d'elle » demanda-t-elle doucement. « Oui », répondit Émilie. « Sophie l'a gardé toutes ces années. Elle est décédée. » Aurore fit le signe de la croix. « Que Dieu l'accueille et qu'elle trouve enfin la paix. » Noël, qui était agenouillée à s'occuper des plantes, leva son visage couvert de terre. Tante Sophie est partie au ciel rejoindre papa et maman Hélène. Émilie sentit son cœur se serrer. Comment expliquer à une enfant les complexités des adultes, les jeux de pouvoir, les mensonges, les regrets tardifs? Oui, mon amour, elle opta pour la réponse la plus simple. Elle est partie se reposer. Alors maintenant ils peuvent parler et faire la paix? Demanda Noël avec l'innocence typique de son âge. Aurore sourit doucement. Tu sais, ma chérie, ta mère disait toujours qu'à la fin, l'amour est plus fort que n'importe quelle rancune. Noël parut satisfaite de la réponse et reporta son attention sur les plantes. Le soleil de l'après-midi créait un halo doré dans ses cheveux noirs, si semblables à ceux d'Hélène. Émilie ouvrit à nouveau le journal, trouvant l'une des dernières entrées. « Ma petite arrive bientôt. Le médecin dit qu'il y a des risques, que je dois me préparer à toutes les possibilités. Mais comment puis-je avoir peur quand mes rêves me montrent un avenir si beau pour elle? Aujourd'hui, j'ai rêvé d'un moment précis, un jardin plein de fleurs, ma fille de 6 ans plantant des graines avec 2 femmes qui l'aiment, Émilie et... Maman, oui, j'ai enfin vu ma mère dans mes rêves, réunie avec ma fille. Elles plantèrent des fleurs ensemble et ma petite portait mon collier en étoile. Alors, même si je ne suis pas là physiquement, je sais que mon amour trouvera un chemin à travers le temps, à travers Émilie, à travers maman, à travers chaque fleur qui naîtra dans ce jardin qui n'existe pas encore, mais qui vit si clairement dans mes rêves. Émilie leva les yeux du journal, observant la scène devant elle. Elles étaient là, exactement comme Hélène l'avait rêvé, plantant des fleurs dans un jardin ensoleillé. La prophétie d'une mère qui, même en sachant qu'elle ne serait pas présente physiquement, avait garanti que sa fille serait entourée d'amour. « Regarde, maman !» appela de nouveau Noël. « Les marguerites que mamie a dit qu'elles étaient les préférées de maman Hélène poussent en premier. » Aurore serra sa petite fille dans ses bras, ses mains ridées caressant les cheveux noirs si semblables à ceux de la fille qu'elle avait perdue. « C'est parce qu'elle est ici, » dit-elle doucement, « dans ton sourire, dans ta façon d'être, dans chaque fleur que nous plantons. » Le collier en étoile scintilla au cou de Noël, captant les derniers rayons du soleil de l'après-midi. C'était comme si l'univers lui-même conspirait pour réaliser chaque détail des rêves d'Hélène. Émilie rangea le journal et rejoignit les deux dans le parterre de fleurs. Certaines histoires, pensa-t-elle, sont si extraordinaires qu'elles ne peuvent être écrites que par le destin. Et certaines familles ne sont pas formées par le sang, mais par des rêves qui traversent le temps. L'hiver arriva doucement, couvrant le jardin d'une brume légère les matins. À l'intérieur de la maison, l'arôme de chocolat chaud et de biscuits fraîchement sortis du four créait une atmosphère accueillante. Émilie organisait quelques vieilles boîtes dans le grenier quand elle trouva quelque chose d'intéressant, un album de photos qu'elle n'avait pas vu depuis des années. C'était de sa propre enfance, une époque qu'elle revisitait rarement. Assise sur le sol poussiéreux du grenier, elle commença à feuilleter les pages jaunies. Son cœur faillit s'arrêter quand elle arriva à une photo particulière, elle à 6 ans, portant un collier avec un pendentif en étoile. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Elle descendit les escaliers en courant, l'album serré contre sa poitrine. Elle trouva Aurore dans la cuisine, préparant le déjeuner. « Aurore », appela-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « J'ai besoin de te montrer quelque chose. » La dame âgée s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha. Émilie ouvrit l'album à la photo qu'elle avait trouvée. Ce collier, elle pointa l'image. Il est identique à celui d'Hélène. Aurore prit l'album, ses yeux s'écarquillant en signe de reconnaissance. « Mais c'est comment ? C'était celui de ma grand-mère, » expliqua Émilie. « Elle me l'a donné quand j'étais petite, mais je l'ai perdu lors d'un déménagement. Je n'en ai jamais revu un pareil, jusqu'à maintenant. Hélène a reçu le sien d'une dame dans une foire d'antiquité, » dit lentement Aurore.
Elle était enceinte de 4 mois à l'époque. Elle a dit que quand elle a vu le collier, elle a senti qu'elle devait l'avoir. Les deux femmes se regardèrent, l'ampleur de cette coïncidence, était-ce vraiment juste une coïncidence, pesant dans l'air entre elles. Ses rêves ont commencé juste après, poursuivit Aurore. C'est à ce moment qu'elle a commencé à te voir, à savoir que tu existais quelque part. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait interrompit là. Conversation. Noël entra en courant revenant de l'école. « Maman !» s'exclama-t-elle, jetant son sac à dos sur le canapé. « Aujourd'hui, la maîtresse nous a demandé de dessiner notre famille. » Elle sortit un papier plié de son sac à dos et le remit à Émilie. Le dessin montrait plusieurs personnes dans un jardin. Émilie, Aurore et 2 figures dans le ciel, entourées d'étoiles, Antoine et Hélène. « C'est magnifique, mon amour !» sourit Émilie, remarquant comment sa fille avait dessiné le collier, en étoile brillante tant à son propre cou qu'à la figure d'Hélène dans le ciel. « La maîtresse a dit que certaines familles sont différentes, » continua Noël, prenant un biscuit dans l'assiette sur la table. « Que l'important, c'est l'amour. »« Ta maîtresse est très sage, » commenta Aurore, servant du chocolat chaud à sa petite fille. Ce soir-là, après que Noël se fut endormi, Émilie retourna au grenier. Il y avait quelque chose d'autre qu'elle devait trouver. Après des heures de recherche, elle trouva une vieille boîte contenant des affaires de sa grand-mère. Au fond, enveloppée dans un foulard de soie décolorée, se trouvait une enveloppe jaunie. À l'intérieur, il y avait une lettre, datée de 40 ans plus tôt. « Chère petite fille, quand tu liras cette lettre, je ne serai probablement plus là. Mais je dois te parler du collier en étoile que je t'ai donné. Il a une histoire spéciale. On dit qu'il a été fabriqué par un artisan qui rêvait de l'avenir. Il n'a fait que 2 colliers identiques, jurant qu'un jour il réunirait des âmes qui devaient se rencontrer. Je ne sais pas si tu auras encore le collier quand tu grandiras. Je ne sais pas si tu croiras cette histoire. Mais quelque chose me dit que ce petit morceau d'argent a un destin plus grand que simplement orner ton cou. Garde cette lettre, ma chérie. Et si un jour tu trouves l'autre collier, sache que ce n'était pas par hasard. Avec amour, Mamie Marie. » Émilie laissa tomber la lettre sur ses genoux, son esprit tournant avec les implications. Le collier que sa grand-mère lui avait donné enfant était le frère du collier d'Hélène. D'une manière ou d'une autre, à travers le temps et l'espace, les 2 colliers avaient connecté leur vie, bien avant qu'elles ne se connaissent. Une brise légère entra par la fenêtre du grenier, apportant avec elle le parfum des fleurs du jardin. En bas, le collier en étoile reposait sur le cou de Noël pendant qu'elle dormait, son éclat doux comme une promesse tenue. Émilie prit son téléphone et photographia la lettre de sa grand-mère. Elle devait la montrer à Aurore, elle. Devait rassembler toutes les pièces de ce puzzle extraordinaire que le destin avait monté. Mais cela pouvait attendre jusqu'à demain. Pour l'instant, elle voulait juste absorber l'ampleur de tout. Les rêves d'Hélène, les colliers jumeaux, les coïncidences qui n'étaient pas des coïncidences. Certaines histoires, pensa-t-elle, à nouveau sont trop grandes pour être expliquées par la logique. Certaines histoires ne peuvent être comprises que par le cœur. Le printemps apporta non seulement de nouvelles fleurs au jardin, mais aussi une découverte inattendue. Claire, qui maintenait un contact régulier avec la famille, apparut un samedi matin portant une vieille boîte. « J'ai trouvé ça pendant un nettoyage à l'hôpital », expliqua-t-elle, posant la boîte sur la table de la cuisine. C'était dans des archives mortes, mélangées à d'anciens dossiers médicaux. C'était une simple boîte en carton, avec le nom Hélène Martinez, écrit à la main sur le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des effets personnels qui étaient restés à l'hôpital après sa mort, des objets que personne n'avait réclamés à l'époque. « Comment cela a-t-il pu rester perdu si longtemps ?» demanda Aurore, ses mains tremblant en touchant les objets. « L'hôpital a subi plusieurs rénovations, » expliqua Claire. « Cette boîte était dans un dépôt qui vient seulement d'être rouvert. » Émilie observait tandis qu'Aurore retirait chaque objet avec un soin révérentiel. Une montre-bracelet arrêtée, un petit miroir à main, un carnet de notes. Au fond de la boîte, elles trouvèrent quelque chose qui les fit toutes deux retenir leur souffle. Une enveloppe scellée avec le nom de Noël. « C'est son écriture », confirma Aurore, touchant le papier jauni. « Mais la date, c'est du jour où elle... » « Du jour où elle est morte », compléta doucement Émilie. Noël était à l'école à ce moment-là, ce qui donna aux trois femmes le temps de décider comment procéder. Elle n'a que 6 ans,
médita Émilie. C'est peut-être trop tôt. Hélène saurait le bon moment, dit Aurore avec conviction. Elle savait toujours. Comme pour répondre à leurs doutes, elles trouvèrent une petite note dans le carnet de notes. À remettre à ma fille quand elle sera prête à comprendre les rêves et les étoiles. Les colliers, commenta Claire, remarquant le pendentif en étoile qui reposait maintenant au cou d'Émilie. Une réplique exacte qu'elle avait fait faire. Tu ne nous as jamais raconté comment tu as découvert qu'ils étaient jumeaux. Émilie toucha instinctivement le pendentif. Depuis qu'elle avait trouvé la lettre de sa grand-mère, elle avait fait faire une copie du collier d'Hélène. Maintenant, mère et fille portèrent des pendentifs identiques, comme un symbole visible de leur connexion. C'est une histoire incroyable, commença-t-elle, mais fut interrompue par le bruit de la porte qui s'ouvrait. Noël entra en courant comme elle le faisait toujours en revenant de l'école. Elle s'arrêta brusquement en voyant les 3 femmes réunies autour de la boîte. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle curieuse. Les femmes échangèrent des regards. Ce fut Aurore qui parla finalement. « Ce sont quelques affaires qui appartenaient à ta mère, ma chérie. Et il y a quelque chose ici spécialement pour toi. » Les yeux de Noël s'écarquillèrent. « Pour moi ?»« Oui. » Émilie s'agenouilla pour être à la hauteur de sa fille. « Mais avant de te le montrer, j'ai besoin de savoir. As-tu fait des rêves différents dernièrement ?» La question surprit tout le monde, sauf Noël, qui acquiesça comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « J'ai rêvé de maman Hélène hier, » dit-elle simplement. « Elle portait un collier identique au mien, et elle a dit qu'elle avait laissé une lettre pour moi. » Aurore laissa échapper un petit sanglot. Claire porta les mains à sa bouche. Émilie sentit un frisson parcourir son échine. « Et qu'a-t-elle » dit d'autres dans le rêve, demanda-t-elle doucement. « Elle a dit que quand je trouverais la lettre, je devrais la lire avec toi et mamie Aurore, et qu'il ne fallait pas pleurer parce qu'elle est toujours avec nous dans les étoiles. » Émilie prit l'enveloppe d'une main tremblante. « Alors je pense que c'est le bon moment. » Les 4 s'installèrent dans le salon. Claire prépara du chocolat chaud pour tous, suivant la recette spéciale qu'Hélène avait enseignée à Aurore tant d'années auparavant. L'enveloppe contenait 2 feuilles de papier, une lettre et un dessin. Le dessin montrait 3 femmes dans un jardin. Une jeune femme aux cheveux noirs portant un collier en étoile, une dame âgée aux cheveux gris et entre elles, une petite fille portant également un collier brillant. « C'est nous » s'exclama Noël. « Mais comment savait-elle ?»« Ta mère avait un don spécial, » expliqua gentiment Aurore. Elle pouvait voir des fragments du futur dans ses rêves. « Comme moi ?» demanda Noël, surprenant à nouveau tout le monde. « Tu rêves aussi de l'avenir ?» demanda Émilie, son cœur s'accélérant. Parfois, la petite haussa les épaules, comme si c'était parfaitement normal. « La semaine dernière, j'ai rêvé qu'on allait trouver des affaires de maman Hélène et qu'il y avait une lettre pour moi. » Claire servit plus de chocolat chaud, ses mains tremblant légèrement en tenant la tasse. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres du salon, créant des motifs dorés sur le sol. « Tu veux que je lise la lettre pour toi ?» proposa Émilie. Noël prit le papier avec un soin révérentiel. « Non, je veux la lire seule d'abord. Je peux ?» Les 3 femmes observèrent en silence, tandis que la petite lisait, ses yeux, les mêmes yeux qu'Hélène, parcourant les lignes avec une maturité surprenante pour son âge. Le silence dans le salon était presque palpable, tandis que Noël lisait la lettre de sa mère. De petites larmes coulaient sur son visage, mais elle continuait à lire, déterminée à absorber chaque mot. Finalement, après ce qui semblait une éternité, elle leva les yeux du papier. « Maman veut que je lise, à voix haute pour vous, » dit-elle doucement. Émilie, Aurore et Claire se rapprochèrent, formant un cercle intime sur le canapé. Noël s'éclaircit la gorge et commença à lire. « Ma chère fille, quand tu liras cette lettre, tu auras assez d'âge pour comprendre les rêves et les étoiles. Je sais qu'il semble étrange que je t'écrive maintenant, quelques heures avant ta naissance, mais mon cœur me dit que je dois laisser ces mots. D'abord, je veux que tu saches que tu as été aimée dès le premier instant. Pas seulement par moi, mais par le destin, qui a tissé un filet de protection autour de toi avant même que tu n'arrives au monde. Tu dois porter mon collier en étoile maintenant. Il a une histoire spéciale. C'est le frère d'un autre collier, qui appartenait à la grand-mère d'une femme très spéciale, nommée Émilie. Oui, ta seconde mère, celle que je vois dans mes rêves prendre soin de toi avec tant d'amour. Les colliers ont été faits pour unir des âmes
qui devaient se rencontrer à travers le temps. Et ils ont accompli leur mission. Ils t'ont amené, toi, moi, Émilie et Mamie Aurore à ce moment précis. Ces derniers mois, mes rêves m'ont montré tant de choses. Je te vois grandir dans un jardin plein de fleurs, entouré d'amour. Je vois Émilie t'apprendre à planter à marguerite, mes fleurs préférées. Je vois Mamie Aurore te raconter des histoires de quand j'étais petite. Mais le plus important, je te vois développer le même don que j'ai, le don de rêver de l'avenir. N'aie pas peur de ce don, ma petite. C'est une bénédiction, une façon dont l'univers nous montre que certains amours sont si grands qu'ils traversent le temps. Je sais que ça a dû être difficile de grandir sans ma présence physique, mais je veux que tu saches que dans chaque rêve que j'ai eu de toi, dans chaque moment où j'ai imaginé ton futur, mon amour a créé des ponts invisibles qui nous maintiennent connectés. Émilie n'est pas un substitut, elle est un cadeau que le destin a préparé spécialement pour toi. Les rêves m'ont montré comment elle va t'aimer, te protéger, t'apprendre la vie. Et maintenant, probablement, elle est là, à tes côtés, tenant ta main pendant que tu lis cette lettre. Pour Émilie, je veux dire merci. Merci de donner à ma fille tout l'amour que j'aurais donné. Merci de garder ma mémoire vivante. Merci de comprendre que certaines histoires sont trop grandes pour être expliquées par la logique. Et pour Claire, que je sais aussi présente. Merci d'avoir trouvé cette boîte exactement au bon moment. Ce n'était pas une coïncidence. Dans mes rêves, je t'ai vu garder ces souvenirs jusqu'au jour où ma fille serait prête à les recevoir. Noël, mon amour, tu comprends maintenant pourquoi le collier en étoile est si spécial. Ce n'est pas seulement un bijou, c'est un symbole de comment l'amour véritable trouve son chemin, même à travers le temps et l'espace. Prends-en bien soin, porte-le avec fierté. Et quand tes propres rêves commenceront à te montrer l'avenir, souviens-toi, tu portes en toi non seulement mon don, mais aussi mon amour éternel. Et une dernière chose, au fond de ton cœur, tu l'as toujours su, n'est-ce pas? Tu as toujours su qu'Émilie était la personne que j'avais choisie dans mes rêves pour être ta seconde mère. Tu as toujours su que rien de tout cela n'était une coïncidence. Maintenant va, ma petite. Vis ta vie entourée par l'amour de ces femmes merveilleuses que le destin a réunies pour prendre soin de toi. Et quand tu regarderas les étoiles la nuit, souviens-toi que quelque part, en quelque temps, nous sommes toujours connectés. Avec un amour éternel, maman Hélène. Quand Noël eut fini de lire, il n'y avait pas un seul œil sec dans la pièce. Aurore sanglotait silencieusement, Claire essuyait ses larmes avec un mouchoir, et Émilie sentait son cœur si plein qu'il semblait prêt à exploser. « Il y a encore une chose, dit Noël, retournant le papier. Au verso, il y avait un post-scriptum. PS. Le jardin que vous avez planté est exactement comme je l'ai vu dans mes rêves. Surtout les marguerites. » Les quatre s'enlacèrent, formant un cercle parfait d'amour et de protection. Le soleil, de l'après-midi, traversant les fenêtres du salon, faisait briller les colliers en étoiles d'Émilie et de Noël en parfaite synchronie. Dehors, dans le jardin, les marguerites se balançaient doucement avec la brise, comme si elles dansaient, sur une musique que seule elles pouvaient entendre. Une musique sur l'amour, le destin et le pouvoir extraordinaire des rêves. Un an s'était écoulé depuis la découverte de la boîte à l'hôpital. Le jardin était plus beau que jamais, rempli de fleurs que Noël et Aurore avaient plantées ensemble. Les marguerites, en particulier, semblaient fleurir avec une vigueur extraordinaire, comme si elles savaient qu'elles étaient spéciales. Par un tranquille samedi après-midi, alors qu'Aurore et Claire préparaient des biscuits dans la cuisine, Émilie trouva Noël assise sur la balançoire du jardin, son regard perdu vers l'horizon. « Un sou pour tes pensées », dit doucement Émilie, s'asseyant à côté de sa fille. Noël sourit, touchant instinctivement le collier en étoile. « J'ai fait un autre rêve la nuit dernière. » Le cœur d'Émilie s'accéléra légèrement. Les rêves de Noël étaient devenus plus fréquents au cours de l'année écoulée, chacun d'eux apportant de petits aperçus du futur. « Tu veux me raconter ?» C'était à propos d'une petite fille, commença Noël, ses yeux prenant cet éclat distant qui rappelait tant Hélène. Elle était dans un hôpital toute seule, mais elle avait un collier en étoile. Émilie sentit un frisson parcourir son échine. « Comment ça? Dans le rêve, je savais qu'on devait la trouver, qu'elle est comme moi, qu'elle a perdu sa mère, mais qu'elle n'a personne. » Aurore apparut à la porte du jardin,
portant un plateau avec des biscuits tout chauds et du chocolat chaud. En voyant l'expression sérieuse des deux, elle posa le plateau sur la table du jardin et s'approcha. « Qu'y a-t-il, mes chéris ?» Noël raconta son rêve à nouveau. Quand elle eut terminé, Aurore et Émilie échangèrent des regards significatifs. « Mamie » appela doucement Noël. « Est-ce que maman Hélène avait des rêves comme ça ?»« Si. Claire ?»« Oui, mon amour, » répondit Aurore, s'asseyant de l'autre côté de la balançoire. Surtout quand quelque chose d'important allait se produire. Claire les rejoignit dans le jardin, apportant d'autres tasses pour le chocolat chaud. L'arôme sucré se mêlait au parfum des fleurs, créant une atmosphère presque magique. « Tu sais, » commença Claire avec hésitation, « il y a une petite fille comme ça à l'hôpital. Elle est arrivée il y a quelques semaines. Ses parents sont morts dans un accident et elle n'a pas d'autres parents. » Le silence qui suivit ne fut brisé que par le léger tintement des colliers en étoiles quand Émilie et Noël bougèrent en synchronie. « Comment s'appelle-t-elle » demanda Noël, bien que son ton suggère qu'elle connaissait déjà la réponse. « Étoile » répondit Claire. « Ses parents étaient d'origine espagnole, le nom signifie. »« Étoile » complétèrent-elles toutes en même temps. Émilie sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, cette même sensation qu'elle avait ressentie quand elle avait trouvé la lettre de sa grand-mère sur les colliers jumeaux, comme si l'univers tissait à nouveau ses fils invisibles. « Elle a 6 ans, poursuivit Claire, le même âge que tu avais quand j'ai trouvé ma seconde mère, compléta Noël, serrant la main d'Émilie. Aurore essuya une larme discrète. Hélène disait toujours que rien n'est dû au hasard. Il faut qu'on aille la voir, déclara Noël avec une assurance surprenante pour ses 7 ans. Aujourd'hui. L'hôpital semblait différent maintenant, moins effrayant que dans les souvenirs d'un an auparavant. Les couloirs qui autrefois gardaient secrets et douleurs semblaient maintenant les guider vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plein d'espoir. Claire les conduisit jusqu'à l'aile pédiatrique. À travers la vitre d'une des chambres, elles virent une petite fille assise sur son lit, en train de dessiner. Son cou nu semblait étrangement vide, comme s'il attendait quelque chose. « C'est elle », chuchota Noël, serrant le collier en étoile. « La fille de mon rêve. » Émilie sentit son cœur se serrer. La scène était si familière, une enfant seule, ayant besoin d'amour, de famille. « Qu'en pensez-vous » commença-t-elle, mais Noël retirait déjà son collier. « Maman Hélène a laissé des instructions dans son journal », dit la petite avec une sagesse au-delà de son âge. « Sur comment faire une copie du collier quand nous trouverions une autre étoile perdue. » Aurore couvrit sa bouche de ses mains, les larmes coulant sur son visage. Claire souriait à travers ses propres larmes. Alors, Émilie respira profondément. « Je crois que notre famille est sur le point de s'agrandir un peu plus. » Le soleil. De l'après-midi entrait par la fenêtre de la chambre d'hôpital, créant un motif de lumière qui semblait danser autour de la petite étoile. Quelque part, Hélène souriait, sachant que ses rêves continuaient à se réaliser, une étoile à la fois. Le jardin était particulièrement beau en cette matinée de printemps. Les marguerites qu'Hélène aimait tant fleurissaient en abondance, créant un tapis blanc et doré qui s'étendait à perte de vue. Noël et Étoile jouaient parmi les fleurs, leurs colliers en étoiles scintillant sous le soleil. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour à l'hôpital et la transformation d'Étoile était remarquable. La petite fille timide et effrayée avait laissé place à une enfant rieuse, ses yeux brillant maintenant de la même lumière que ceux de sa nouvelle sœur. Émilie observait les filles depuis la véranda, une tasse de thé oubliée dans ses mains. Aurore la rejoignit, apportant un plateau de biscuits tout juste sorti du four. « Elles sont si semblables », commenta doucement la dame âgée. « La même. Façon d'incliner la tête quand elles réfléchissent. Le même sourire. Comme Hélène, compléta Émilie. C'est presque comme si. » Comme si elle avait tout planifié, sourit Aurore. Peut-être l'a-t-elle vraiment fait. Ses rêves ont toujours été plus que de simples visions du futur. Claire, qui était désormais une présence constante les week-ends, arriva avec des nouvelles de l'hôpital. « Les papiers d'adoption sont finalisés », annonça-t-elle s'asseyant avec elle. Officiellement, Étoile est une Renault maintenant. Les 3 femmes observèrent les filles qui cueillaient maintenant des fleurs pour faire des couronnes. Noël enseignait à Étoile exactement comme Hélène l'avait fait dans ses rêves, avec patience, avec amour. « Maman !» appela Étoile, le mot encore nouveau et précieux sur ses lèvres. « Regarde ce que Nia m'a appris à faire. »
Émilie sourit en voyant la petite couronne de marguerite dans les mains de sa fille. « Elle est magnifique, mon amour, exactement comme celle que ta maman Hélène faisait. » Étoile connaissait déjà toute l'histoire, à propos d'Hélène, des rêves, des colliers en étoile. Contrairement à ce qu'elle craignait, elle avait tout accepté avec la simplicité pure des enfants. « Alors j'ai 3 mamans ?» avait-elle demandé quand Émilie lui avait parlé d'Hélène pour la première fois. « Une au ciel, qui m'a envoyé vers vous à travers des rêves, une qui m'a donné la vie, mais n'a pas pu rester. Et toi ?»« Oui, mon amour, » avait répondu Émilie, les larmes aux yeux. « Tu as 3 mères, et chacune t'aime d'une façon spéciale. » Maintenant, en voyant les 2 filles jouer dans le jardin, Émilie réalisait combien la vie avait des façons mystérieuses de guérir d'anciennes blessures. Étoile avait perdu ses parents, mais trouvé une nouvelle famille. Noël avait grandi sans Hélène, mais avait maintenant une sœur avec qui partager son don spécial. Elles ont rêvé ensemble à nouveau hier soir, commenta Aurore, comme si elle lisait dans les pensées d'Émilie. « Je sais, » sourit Émilie. « Je les ai entendus chuchoter à propos d'étoiles filantes et de jardins magiques. » Claire se pencha intéressée. « Elles ont le même don qu'Hélène avait. »« Oui, » répondit Aurore, « mais d'une façon différente. Hélène rêvait. Seule, elles rêvent ensemble, comme si leurs dons se complétaient. » Comme pour confirmer les paroles d'Aurore, Noël et Étoile coururent jusqu'à la véranda, leurs visages illuminés par cette expression spéciale qui apparaissait quand elles avaient quelque chose d'important à dire. « Maman, » commença Noël, « nous avons rêvé d'un autre collier hier. » Émilie sentit son cœur manquer un battement. « Un autre collier en étoile ?»« Oui, » continua Étoile, sautillant d'excitation. « Il y avait une petite fille qui le portait, dans une maison très loin d'ici. Elle était triste, mais dans le rêve, on savait qu'elle allait devenir notre sœur aussi. » Les 3 femmes se regardèrent. Aurore prit sa tasse de thé avec des mains tremblantes. Hélène a-t-elle laissé des instructions concernant d'autres ? « Collier ?» demanda doucement Claire. « Dans son dernier journal, » répondit Émilie, se souvenant des mots écrits avec cette calligraphie délicate. Elle disait qu'il y en aurait d'autres, que chaque étoile perdue trouverait son chemin jusqu'à nous quand le moment serait venu. « Comme une constellation, » dit Noël d'un air rêveur, maman Hélène rassemble toutes les étoiles perdues. Dans un seul ciel, Étoile prit la main de sa sœur, leur collier brillant en parfaite synchronie. « Et on va l'aider, n'est-ce pas, à trouver toutes les étoiles ?»« Oui, mon amour, » sourit Émilie, embrassant ses filles. « Nous allons l'aider à trouver toutes les étoiles. » Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Dans le jardin, les marguerites se balançaient doucement avec la brise, comme si elles dansaient au son d'une musique que seule elle pouvait entendre. Aurore se leva, allant chercher le journal le plus récent d'Hélène, celui qui contenait les instructions sur les futurs colliers. Claire commença à prendre des notes, pensant déjà à comment elle pourrait aider à trouver plus d'enfants qui avaient besoin d'un foyer. Et Émilie observait simplement ses filles retourner au jardin, leur collier d'étoiles, laissant des traînées de lumière dans l'air, comme de petites comètes terrestres. À son propre cou, sa copie du collier brillait d'une lumière sereine. Le cercle qu'Hélène avait commencé continuait de s'étendre, apportant plus d'amour, plus de lumière, plus d'étoiles à sa constellation spéciale. Et quelque part, en quelque temps, elle souriait, sachant que ses rêves ne faisaient que commencer à se réaliser. Car certaines histoires n'ont pas de fin, elles se transforment simplement en nouveaux commencements. Et l'amour, quand il est véritable, a le pouvoir de créer des constellations entières, unissant des étoiles perdues dans un ciel infini de possibilités.